Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Trait d'Union. Donc nous présentons ce soir nos chers invités. Nous avons M. Ibrahima Bokoum, journaliste et président de l'association mauritanienne de lutte contre l'immigration illégale. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le professeur Sow Abdoulaye, coordinateur du Centre interdisciplinaire sur les droits culturels. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et nous avons Hamoudou de Nabara qui est des SOS Immigration. Bonsoir. Merci. Et nous avons Gaï, donc chroniqueur de l'émission. Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc ce soir encore, c'est le deuxième numéro de notre émission sur l'immigration. Nous parlerons ce soir de l'immigration, surtout de la Mauritanie en tant que pays trait d'union entre l'Afrique noire et le Maghreb. Et ces pays limitrophes surtout avec le Sénégal, le Mali, la Gambie. Donc on fera un peu un retour par rapport à cette question d'immigration, surtout de la Mauritanie, avec ces pays voisins. Donc professeur, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit résumé, un petit récapitulatif par rapport au rôle que peut jouer aujourd'hui la Mauritanie en tant que trait d'union entre l'Afrique noire et le Maghreb? Voilà, je remercie l'ensemble des spectateurs et j'ai l'habitude de dire que si la question de la migration occupe aujourd'hui le devant de la scène, c'est parce qu'il y a un problème qui se pose. Mais l'homme a été toujours par essence un être qui bouge, c'est clair. La Mauritanie, de par sa position géographique, de par sa culture, de par sa religion, n'est-ce pas, joue un rôle très très important dans le flux migratoire, n'est-ce pas, entre le monde arabe, si vous voulez, et le monde négro-africain. Sur le plan religieux, la Mauritanie est une terre de formation religieuse. Tout le monde sait le rayonnement de Boutilmite dans la formation des cadres religieux qui faisaient venir des élèves du Nigeria, du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Nous avions aussi, du nord de la Mauritanie et par notre composition socioculturelle, nous avions certaines valeurs socioculturelles qui font que nous avions des parents au-delà simplement des frontières culturelles de la Mauritanie, que ce soit au niveau du sud, que ce soit au niveau du nord de la Mauritanie. Et troisièmement, il y a la position géographique. La Mauritanie même est une terre d'immigration, mais ces dernières années, ce qui préoccupe les intellectuels mauritaniens, les organisations de la société civile, ce n'est pas le départ des adolescents et des jeunes Mauritaniens vers l'Occident, c'est surtout la Mauritanie qui n'était pas préparée à voir un si grand nombre d'étrangers de passage, a commencé simplement à développer certains réflexes. On sait que la route de Nouadhibou, qu'on le veuille ou non, est une route qui a désenclavé d'une manière extraordinaire la Mauritanie. Tout d'un coup, on a vu des Sahéliens, des anglophones de passage, on les rencontre dans les rues de Nouakchott, au niveau des ambassades, au niveau des garages, qui vont essayer de partir. Il est certain que, de par nos traditions hospitalières, les Mauritaniens ne repoussent pas simplement les étrangers. Mais en période de crise, en période de tension, il est certain que les gens se posent des questions. Ces gens, est-ce qu'ils sont venus pour durer? Comment ils vont partir? Est-ce qu'ils ne sont pas porteurs de certains comportements, si vous voulez, déviants? C'est pourquoi j'ai dit dès le début, il fallait que la société civile soit nantie de moyens pour expliquer aux Mauritaniens que nous avions signé des cadres sur le plan, des accords sur le plan international. Nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes. On a la frontière du Mali, on a la frontière par le Sénégal, on a la frontière par l'Algérie, on a signé des accords, nous sommes en état moderne. Les gens ont le droit de transiter en Mauritanie. Même si vous leur demandez certaines formalités à faire au niveau des frontières, ils vont les faire, mais après ils vont circuler. L'essentiel maintenant, c'est de dire, ces gens qui arrivent, comment on va les contrôler, où est-ce qu'ils vont loger quand ils viennent en Mauritanie, quel est leur parcours migratoire, quels sont les procédés d'accompagnement que la société civile peut faire pour les aider, soit à s'intégrer en Mauritanie, soit à continuer leur chemin. Je crois que là, la Mauritanie, qu'elle veuille non, doit jouer un rôle extrêmement important dans ce parcours migratoire. D'accord. Et M. Ibrahima Bokoum, je rappelle que vous êtes journaliste et président de l'association mauritanienne de lutte contre l'immigration illégale. Vous, aujourd'hui, si vous faites par exemple aujourd'hui un bilan ou une analyse de la situation de l'immigration, surtout au niveau de la Mauritanie, comment est-ce que cela se passe actuellement? Bonsoir, chers spectateurs. Je vous remercie. L'association mauritanienne de lutte contre l'immigration illégale est une association effectivement qui a été créée en un moment où vraiment notre côte a été vraiment
courtisés par les migrants subsahariens. Donc à cette époque-là, c'était même, je dirais, les pics où les médias d'ailleurs n'ont pas cessé de nous annoncer des dizaines de morts, j'ai compris. Donc tellement qu'on voulait aller de l'autre côté, pensant que c'est peut-être un gage de réussite. Au niveau de la Mauritanie, c'est vrai, c'est comme Saoul l'a dit, c'est un pays en trait d'union où vivent différentes communautés. J'ai compris, il y a aussi d'autres. Bon, si on veut maintenant vivre en dehors de ces communautés, hein, ou bien en ignorant les accords qui ont déjà été signés, hein, cela effectivement posera problème pour les migrants. Donc je pense qu'il est, au niveau de l'association, nous œuvrons d'ailleurs pour interpeller les pouvoirs publics, hein, de prendre en considération ces migrants, hein, qui doivent avoir accès à l'éducation, à la santé, ce qui n'est pas généralement le cas, parce qu'il y a énormément de difficultés qui se posent, c'est compris. Hein, nous ne vivons pas isolés du monde, donc il faut qu'on essaye de faire avec, d'essayer un peu, de peut-être même si on renforce la sécurité ou bien les frontières, il n'en demeure pas moins vrai qu'il faut quand même donner un respect et une considération aux migrants qui ne cherchent qu'à vivre et aussi ils ont une valeur ajoutée parce qu'ils participent dans l'économie du pays. Donc je pense que l'association mauritanienne œuvre dans ce sens pour essayer un peu de venir en aide à ces migrants qui sont généralement considérés comme effectivement parfois des étrangers, c'est compris. Donc il faut les intégrer, il faut essayer un peu de les associer aussi, tout en ce qui n'empêche pas quand même d'être ferme sur en tout cas la sécurité ou bien tout ce qui peut troubler un peu l'ordre du pays, tout ça. Donc moi je pense que c'est, à mon avis, Et si vous avez une question, ou je vais pas donner la parole à Ould Nabara, Maud. Donc SOS Immigration, vous aussi, vous êtes actif par rapport à cela. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Actuellement, qu'est-ce que cela peut causer comme problème entre la Mauritanie et ces pays limitrophes surtout? Bon, je vous remercie. La question de l'immigration est une question mondiale, internationale. Et le docteur vient de faire un peu le résumé qu'il faut par rapport à la situation de la Mauritanie au niveau régional par rapport à cette question de l'immigration. Nous, au niveau de SOS Immigration, nous avons commencé notre travail comme une réponse à un appel pressant en 2006, quand il y a eu beaucoup de nos frères sénégalais qui sont tombés dans l'eau à côté de nos frontières marines et qui ont été transportés ici à l'hôpital Zaïd. C'est en ce moment que moi, personnellement, avec d'autres personnes qui sont dans l'ONG SOS Immigration, nous avons pris conscience de l'importance d'aider ces immigrés. Et de ne pas... La faute que font beaucoup de gens, c'est de considérer que l'immigré, par principe, est quelqu'un de mauvais, ou c'est quelqu'un qui va apporter des problèmes. Ce n'est pas ça. Il faut vous rappeler toujours, nous sommes dans un pays musulman, que les premiers musulmans qui étaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont été des immigrés en Éthiopie. Accueillis par un chrétien. Accueillis par un chrétien. Il faut bien rappeler ça aux musulmans pour comprendre que ce n'est pas un crime d'être un immigré. Parce qu'un immigré, c'est quelqu'un qui a subi quelque chose de très grave, de très atroce, qui l'a fait quitter son lieu. Personne ne veut quitter son pays. Personne ne va aller loin de chez lui s'il arrive à vivre correctement, s'il arrive à faire respecter ses droits. Nous avons commencé par cette approche et nous avons essayé de faire comprendre au gouvernement mauritanien l'importance de mettre en place, au lieu de la stratégie qui a été mise en place depuis des années, qui était la lutte contre l'immigration clandestine, nous avons poussé vers un dosage des droits de l'homme dans cette stratégie. Et là, je veux faire une reconnaissance pour ce qui a été fait par le ministre actuel de l'Intérieur, M. Mohamed El Bouelil, par son intelligence, par sa vision globale
il a pu intégrer cette vision dans une vision nationale. Au lieu de lutter contre l'immigration, faisons la gestion de l'immigration mixte. L'immigration, mais aussi l'asile. Et dans ce cadre, la Mauritanie a poussé vers une loi qui va sortir bientôt, qui sortira peut-être s'il y a une session extraordinaire, on me parle d'une session extraordinaire dans les jours qui viennent, je ne sais pas, docteur, si vous êtes au courant, avant les élections. Cette loi pourrait passer. Cette loi sera le fruit du combat des défenseurs des droits de l'homme qui ont poussé le gouvernement à avoir cette vision. Au lieu de dire tout celui qui vient chez nous, de l'extérieur, ou bien il apporte avec lui le crime organisé, ou bien il apporte avec lui de la drogue, ou bien... Mais non, c'est pas tout le monde, même s'il y en a quelques-uns qui peuvent être comme cela. Mais la plus grande majorité de ces gens, ce sont des gens, ce sont des citoyens lambda du monde, et comme moi, comme vous, qui cherchent à vivre, qui cherchent à protéger leurs enfants, ils cherchaient tous à aller en Europe. Aujourd'hui, ils savent que l'Europe, ce n'est plus ce qu'ils pensaient. L'Europe, ce n'est pas le paradis, loin de là. Donc aujourd'hui, il y a certains qui cherchent à se stabiliser en Mauritanie, se stabiliser en Ouadhibou, en Nouakchott, chercher à travailler. Mais je rappelle aussi aux Mauritaniens, au lieu de regarder ces gens par une vision négative, rappelez-vous combien de milliers de Mauritaniens sont à Abidjan, sont à Dakar, sont au Congo, sont partout dans le monde. Et comment ils sont bien traités, même s'ils apportent des capitaux, mais ce sont des immigrés. Même si vous avez 100 millions de dollars, vous êtes dans un État étranger, vous êtes un étranger, vous êtes un immigré, mais vous avez des droits et votre pays doit vous respecter. L'autre pays qui vous reçoit doit vous respecter, mais on ne le fait pas seulement aux commerçants, on le fait aussi à l'électricien, aux manœuvres, aux mécaniciens, celui qui a des enfants qui n'arrive pas à les scolariser parce qu'il est étranger. Mais on a dépassé cela. Les droits de l'homme sont pour toute l'humanité. Un enfant, qu'il soit du Sénégal, qu'il soit du Burkina Faso, qu'il soit du Mali, qu'il soit de l'Égypte, qu'il soit des États-Unis, en Mauritanie, a le droit de se scolariser. Et l'État mauritanien a le devoir d'aider ses parents à pouvoir les scolariser. Ça, ce n'est qu'un exemple. C'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour les problèmes de la régularisation des situations. On ne donne pas le droit à la nationalité aux étrangers, ça c'est clair. Même s'ils cherchent à l'avoir, ça ce n'est pas un droit. Mais plutôt, le fait qu'ils puissent rester ici, le fait qu'ils puissent vivre, respecter nos lois, vivre avec nous, je trouve que c'est un plus pour l'économie, mais pas seulement pour l'économie, mais pour tout ce que nous faisons en Mauritanie pour pousser vers un État moderne, un État démocratique qui respecte les droits de l'homme. Monsieur Gaye. Bonsoir. Moi, je m'adresse à M. Sosamba par rapport à l'immigration, des questions historiques et sociales. Quand on parle d'hospitalité, par exemple, quand on prend le cas de la Mauritanie, comme vous l'avez bien dit, c'est un trait d'union entre le Maghreb arabe et l'Afrique noire. Mais nous confrontons à des problèmes où les immigrants qui résident en Mauritanie, ils ont beaucoup de problèmes. C'est le manque est-ce que c'est pas le manque de vision de l'État par rapport à ces migrants qui sont ici en Mauritanie, qui peinent à avoir leurs droits. Au-delà des droits de l'homme, comme M. Nabar a dit, on a vu avec les cartes de séjour où tu vois des Sénégalais, des Maliens, un peu partout qui restent ici pendant des jours sans même avoir leur carte de séjour. Au-delà de ça aussi, c'est peu de vin qu'on donne à ces agents qui sont là, qui essayent d'encaisser. Et aussi, on arrive à un moment, on dit que la carte de séjour, on doit le payer. On revient demain, on dit non, tu ne payes pas cette carte de séjour. C'est au moment où tu récupères la carte, tu dois donner de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, en tant que, M. Bokoum, en tant que journaliste, je pense aussi cette manque d'information par rapport à ces gens. Il y a un problème réel. Le problème est que quand on est un immigrant venant du Mali, venant du Sénégal, venant d'autres pays comme la Gambie, on a des problèmes. Pourquoi aujourd'hui les gens qui sont dans le Maghreb, ils n'ont pas ces problèmes? Donc, il y a quand même une discrimination qu'on voit aux yeux de tous, que les gens essayent d'appeler un nom par rapport à ça. Et aussi, l'héritage des frontières historiques par la colonisation aussi. Est-ce que ce n'est pas un frein qui empêche l'intégration?
Voilà, moi je pense qu'il faut faire la différence par rapport à mes premiers propos entre les traditions hospitalières et la gestion de l'immigration en Mauritanie. Quand je parle de tradition hospitalière, je veux dire aussi bien chez les communautés arabes que les communautés négro-africaines, nous avions des traditions d'accueillir des gens chez nous. Et ces traditions hospitalières sont anti-islamiques, c'est avant même l'islam. Peut-être l'islam est venu codifier cela, apporter un plus, donner à boire, à manger, aider un immigré à avoir un petit champ pour cultiver, avoir de quoi manger et partir. Parce que je vous ai dit que le problème de la migration, c'est parce que c'est devenu un problème qu'on en parle. Mais de tout temps, les gens ont bougé pour survivre. De manière locale, pour trouver de l'argent, se marier, pour construire un bâtiment, pour acheter tout ça. Donc ça, c'est des traditions endogènes même à la culture mauritanienne. Maintenant, il y a la gestion qu'on fait simplement de cette immigration par les pouvoirs publics. Et ce n'est pas seulement le cas de la Mauritanie. Je suis souvent dans la sous-région à cause du déficit démocratique de nos États. Souvent, nos présidents sont mal élus. Souvent, ils sont arrivés au pouvoir par des conditions qui ne sont pas conformes à la normalité juridique internationale. Pour se maintenir au pouvoir, souvent, ils versent dans des stratégies qui sont des stratégies populistes. On a vu comment le Nigeria a fait débarquer d'un seul coup des populations pour les ramener à la frontière, comment on a vu les Angolais le faire, comment on a vu le Ghana dire récemment que tout celui qui n'a pas la nationalité ghanéenne ne peut pas travailler dans l'enfer. Ici en Mauritanie, la question, elle est une question instrumentalisée. On est dans une crise économique. Les fonctionnaires mauritaniens sont très mal payés. Là où on peut, le mouton il broute là où on l'a attaché. Ouais. Si je suis policier, j'ai moins de 60 000 ouguiers par mois, je vois un étranger dans un pays où les droits de l'homme, ce n'est pas le problème essentiel dans la relation avec autrui. Si je peux lui suturer quelque chose, je le suture. D'autant plus que les immigrés, quand ils cherchent leur carte de séjour, ils sont en position de demandeur, ils ont l'impression qu'on est en train de leur donner des faveurs et non pas un droit de rester dans un pays, avoir simplement des droits. Cette fragilité psychologique de l'immigrant instaure un climat de corruption généralisé. On leur retourne des sous, on les fait tout. Maintenant, la question que tu as posée, en me disant, mes professeurs, les Maliens, les Sénégalais sont plus ou moins marginalisés par rapport au truc. Ceux qui viennent de l'Algérie, du Maroc et tout ça, ils n'ont pas ce genre de problème. Là aussi, il faut faire très attention. C'est vrai qu'en Mauritanie, il y a eu des tensions intercommunautaires. Tout ce qui tourne autour de la couleur de peau de l'individu peut réveiller une certaine fibre sensible. C'est la réalité de la Mauritanie. On ne va pas fuir les débats. Mais moi-même, personnellement, j'ai vu des Arabes venir chercher des cartes de séjour. Maintenant, la question qui se pose, c'est que les événements qui sont intervenus en Mauritanie font que, souvent, quand vous passez devant la partie plus visible où les gens cherchent les cartes, vous voyez plutôt des Sénégalais, des Maliens, en tout cas des gens du subsaharien. C'est généralement des travailleurs migrants qui tiennent beaucoup à rester en Mauritanie parce que c'est des gens qui apportent en plus et qui travaillent pour gagner leur vie. Quand on leur dit de passer la nuit pour avoir la carte, ils sont prêts à passer la nuit. Mais n'oubliez pas que beaucoup de nationalités qui sont ici doivent avoir ces cartes. Souvent au niveau de leur ambassade, il faut une liste commune accompagnés d'un chèque et on leur donne leur carte de séjour. Mais ça, c'est des gens qui ne sont pas nantis, qui sont dans des stratégies de survie. On les harcèle. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié la contribution d'Amoud qui dit, mais on oublie souvent qu'en Mauritanie, nous avons une forte diaspora de migrants à l'étranger. Je suis allé en Angola, à Maputo, à ma grande surprise, j'ai rencontré encore des commerçants mauritaniens. Et on oublie qu'aujourd'hui, qu'on est à l'ère du numérique, quand on emmerde des gens ici, quand ils retournent avec une certaine image de la Mauritanie, on risque encore d'emmerder les autres dans leur pays. Ce qu'il faut faire, ce qu'il y a lieu de faire, ce n'est pas de s'arrêter simplement au niveau de diagnostic. Quand quelqu'un vit dans un pays, le fait d'avoir une carte de séjour, tout État peut le revendiquer, c'est un acte de souveraineté. Je dois savoir les gens qui sont chez moi, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la réalité. Ce n'est pas là que le problème se pose. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans des logiques d'instrumentalisation pour faire plaisir, si vous voulez, à une certaine partie de la population. Un Sénégalais qui a une carte de permis, il paye la carte.
on lui dit tu ne peux pas conduire si tu n'as pas le permis bleu, vert, je ne sais pas quelle couleur. Après, on lui dira ce permis ne peut l'avoir que quelqu'un qui est déjà mauritanien. Bon. Et quand vous demandez pourquoi, on dit oui, il y a la crise, on fait la préférence nationale. Quand il y a la crise, il faut plutôt privilégier, si vous voulez, les nationaux. C'est un discours extrêmement dangereux. Parce que le jour où il y aura des secousses, les Sénégalais, les Maliens, tout ce qui sont ici sont tous des ouvriers. Ils vont rentrer pratiquement avec des balichons. Par contre, les Mauritaniens qui sont basés à l'étranger, tout le monde sait que parmi eux, il y a des gens extrêmement riches. Et je reviens à mon hypothèse de départ, quand un président est mal élu, quand il y a une mauvaise gouvernance dans un pays, quand il y a un déficit démocratique, beaucoup de nos chefs d'État instrumentalisent la peur de l'autre comme étant le comportement déviant, l'autre qui risque de perturber l'ordre social afin de l'instrumentaliser pour en faire une stratégie de maintien au pouvoir politique. C'est pourquoi nous disons en Mauritanie, si jamais on ne fait pas attention avec la politique qu'on est en train de mener actuellement par rapport aux migrants, les Mauritaniens, beaucoup d'entre eux n'ont pas fait les corps de métier. Les Mauritaniens, ils sont dans les bureaux, ils sont dans le commerce, ils sont dans certaines situations. Mais la formation professionnelle connaît un déficit extraordinaire. Je vais te dire par exemple, il y a des métiers où tu ne vas pas en Mauritanie. Mais ces gens-là, le boulot qu'ils font, s'ils partent, qui va faire le travail, si vous voulez, à leur place. Moi, ce n'est même pas au niveau des droits humains, c'est au niveau même de la logique économique. Aujourd'hui, si vous prenez les caloreurs, ceux qui font les tuiles, ceux qui font les décors des maisons et tout ça, soit ce sont des Arabes, soit ce sont des Sénégalais. Et d'ailleurs, l'un des ministres sénégalais de l'économie et des finances a une fois dit à la télé, ils vont aller au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, pour faire revenir la plupart des maîtres maçons qui sont dans ces pays. Parce qu'au Sénégal, eux-mêmes, ils commencent à connaître un déficit simplement sur ce domaine. Il y a aujourd'hui la question de la bonne gouvernance qui se pose. Moi, en tant que Mauritanien, je circule souvent dans la sous-région. De temps en temps, je sais que quand on voit mon passeport, on essaie de me soutirer quelque chose, on essaie de me montrer que tu es un étranger. Donc ce n'est pas un problème spécifique à la Mauritanie, mais c'est un problème de mauvaise gouvernance. Nos chefs d'État, pour s'accrocher au pouvoir, ils sont prêts à braquer, à te faire sortir n'importe quoi. Sinon, ces pauvres-là qui vivent avec nous, pourquoi on les amène comme ça à faire des listes d'attente, si vous voulez, sous le soleil? Il suffit d'aller à l'ambassade, de leur faire enregistrer. Ils déposent leur caution dans la plus grande dignité, dans la plus grande discrétion. Ils viennent retirer simplement leur carte sans faire tout ce tapage. Donc derrière tout ce désordre, moi je considère que c'est parce qu'il y a un déficit démocratique. Et qu'on évite de braquer les Mauritaniens selon la couleur de la peau. En disant oui, si le Marocain n'a pas de problème, c'est parce qu'il est arabe, ce sont les Arabes au pouvoir, c'est très simple. Comme raisonnement, c'est extrêmement dangereux. Mais quand vous faites des analyses comme ça, il faut montrer même à l'origine comment le pouvoir public, n'est-ce pas, interprète et gère simplement ce dossier. Parce qu'il vient de rappeler tout de suite que si on arrive à articuler la question de la migration et des droits de l'homme, plus la question de l'intégration, dire que ce monsieur qui est venu ici, il n'a jamais quitté chez lui de son propre gré. Il est venu pour travailler, il est venu pour apporter un plus. Si vous prenez le week-end, si vous avez un chauffeur mauritanien, le week-end il ne travaille pas. En cas de décès, il ne travaille pas. Quand il y a la fête, il ne travaille pas. Mais regardez seulement les week-ends, quand vous prenez un taxi, c'est tout le temps un étranger. C'est un Sénégalais, un Tchadien. Il faut savoir que ces gens servent à quelque chose dans ce pays. Il faut un minimum de considération. Et les premières années où j'ai commencé à travailler avec beaucoup m'a attiré mon attention, quelque chose d'extraordinaire. Il me dit, professeur, il ne s'agit pas simplement de faire la recherche, il faut avoir un contact physique avec ces gens-là. Et il a organisé une réunion, c'était pour ma première fois, de voir vraiment les gens me parler de leur souffrance. Pas souffrance physique, mais leur souffrance morale. D'avoir eu des problèmes en Mauritanie, d'avoir mobilisé l'épargne familiale et finalement d'être partis dans un voyage. On les a ramenés de l'Espagne et de l'Italie. Vous avez des gens qui sont là, désœuvrés, qui ont plutôt besoin d'un soutien psychologique plutôt que d'être enfermés dans des tracasseries d'ordre juridique. La migration est une chance quand elle est bien organisée. La migration est une chance quand elle est bien gérée.
Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au Sénégal, pays que je connais très bien, vous avez des médecins sénégalais à 100%. Oui. Mais quand vous leur demandez, il te dira Abdoulaye Dacosta, c'est-à-dire originaire du Cap-Vert. Mais au niveau du Sénégal, ils se sont tellement intégrés que cela ne pose plus aucun problème. On a d'ailleurs vu un ministre, Cela est quoi? C'est-à-dire que Ali Haïdara, que les Mauritaniens Ali Haïdara, qui est d'origine que les migrants libanaise. qui viennent en Mauritanie, si l'un des mécaniciens, prenons un Sénégalais qui vient en Mauritanie qui est mécanicien, il est obligé de former des apprentis mécaniciens mauritaniens. Ça apporte la connaissance, il y a une transmission de la connaissance. Donc moi je pense que vous en tant que journaliste et beaucoup en tant que société civile, il faut attirer l'attention de l'État sur le fait que la migration est une chance. Si les gens, on leur laisse faire, ils viennent avec leur culture, ils viennent avec leur savoir-faire. Je vous donne un exemple concret. Durant le Ramadan, moi, comme tout père mauritanien, on achète à boire, à manger. Je vois les enfants manger des galettes. J'ai dit, mais où est-ce que vous avez acheté les galettes? Il dit, ça s'appelle le foutou. J'ai dit, le foutou, c'est quoi? On m'a dit, c'est une femme malienne qui est dans le Médina qui fait ça. Un jour, j'ai dit à mon fils, on va aller ensemble, je vais voir. Mais quand je suis venu à 5 h, on faisait le rang jusqu'à 7 h pour avoir cela. Ça veut dire que celle-là, si on lui colle la paix, on lui donne la possibilité de s'installer, elle va démultiplier ce capital de connaissances parce que ce sont des galettes apparemment que les Mauritaniens apprécient. Donc moi, mon hypothèse centrale au niveau de mon recherche, c'est de dire un peu partout en Afrique, c'est le déficit démocratique et la mauvaise gouvernance qui font que nos chefs d'État, à chaque fois qu'ils sont acculés par la crise économique, par la légitimité politique, eh bien, ils nous sortent des cartes comme ça, de diversion qui, à la limite, peuvent être extrêmement dangereuses quand c'est braqué vers des gens que l'on considère comme des étrangers. Voilà. Par rapport à l'information, comme l'Institut annonce, le micro. Mieux informé. Si on voit jusqu'à présent que ces problèmes persistent encore en Mauritanie, il y a cette manque d'information. Aujourd'hui, est-ce que les journalistes qui sont spécialistes dans ce domaine, est-ce que l'information vraie avec les gens concernés, quels sont les canaux que les journalistes doivent prendre pour essayer de véhiculer cette information qui permet de comprendre le sens même de l'immigrant? Je pense que c'est un problème qui se pose en Mauritanie aussi. Ouais, au mois de décembre dernier, le PANOS avait organisé ici un séminaire de formation sur l'investigation en journalisme ici. C'était pour un peu former certains journalistes dans la technique de recherche, d'investigation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les journalistes mauritaniens ne sont pas formés sur cette question et ils sont toujours habitués à la couverture officielle d'un événement, surtout ils se limitent tout simplement à reprendre les textes. Donc on a toujours demandé des formations pour les journalistes pour d'abord comprendre le phénomène et savoir comment le traiter. Oui. Donc, nous, au niveau de la société civile, on fait, d'ailleurs, on a fait ici des scènes de sensibilisation, des conférences, mais ce qu'il faut retenir, c'est que même si les journalistes écrivent, s'il n'y a pas une volonté des pouvoirs publics, de l'État, ça ne sert absolument à rien. Moi, je suis écœuré, quand je vais aller au Sénégal, je suis victime de beaucoup de tracasseries. Et le Sénégalais, c'est la même chose. Autant de papiers, autant de 50 €. Le policier, quand il vient de là-bas, il te demande 1000 francs ou 2000 francs pour la carte d'identité. Énormément de tracasseries. Ce qui ne devait pas exister entre quand même des pays quand même qui partagent, qui ont presque la même histoire, qui partagent. Bon, tu sais, bon, il n'y a pas un Mauritanien qui n'a pas des parents au Sénégal, vice-versa, y compris les religieux. Bon, tu vois. Donc, je pense que au niveau de ces pays, ça c'est une situation qu'on vit dans tous les pays de la sous-région. Hein. Ce n'est pas seulement en Mauritanie, ça c'est partout. Donc, comme ça vient de le dire tout de suite, quand il y a un déficit démocratique, et quand il y a une carte à jouer, je pense que ça plaît aux États de se comporter ainsi. Tu as compris? Mais il est aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui, moi quand on parle de trait d'union, je pense que ça c'est historique, moi. Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'union entre le Maghreb et le pays.
ce qu'il faut maintenant. Et d'ailleurs, la Mauritanie a élaboré une stratégie en 2010, une stratégie louable qui est en cours d'exécution en ce moment et qui apportera certainement des réponses aux différents défis posés aux autorités. Donc elle prend tous ces aspects de réfugiés, d'intégration, d'éducation. Donc cette stratégie doit effectivement commencer incessamment, peut-être la semaine prochaine. Donc je pense que... Et c'est celle de la Mauritanie d'ailleurs qui a adopté cette stratégie, parce que les autres pays, jusqu'à présent, ils sont un peu timides sur cette question, ils n'en parlent pas du tout. Donc pour les journalistes quand même, je pense qu'il manque beaucoup de formation. Il est important de les former d'abord, parce que les journalistes ne connaissent même pas. Prenez un journaliste, ces questions en migration sont très limitées, parce qu'il ne connaît pas tellement le phénomène. Donc, moi, j'étais pendant 72 heures avec l'Institut Panos à Dakar. Ils ont fait une formation là, au centre africain, là, une formation d'une semaine, je pense. Là. Mais il n'y a pas eu de suivi. Depuis lors, il n'y a plus de suivi. C'est pour dire, je reviens juste à mon confrère, que l'information ne circule pas. Parce que moi, c'est après que j'ai su qu'il y avait une formation d'investigateur pour les journalistes dans ce domaine-là. Moi, je vais poser quand même une question à M. Ahmadou Nabara. Vous, en tant qu'acteur de droits de l'homme surtout, on a vu que depuis un moment, les étrangers, par exemple, ne peuvent pas faire le taxi en Mauritanie parce que ce problème de permis bleu qui se pose. Et selon vous, est-ce qu'au niveau des droits de l'homme, et avec le gouvernement mauritanien actuellement, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette discrimination? Est-ce que ce n'est pas parce que tout simplement, c'est ne pas aussi reconnaître ces droits humains, à savoir que c'est des personnes, comme vous l'avez dit, qui ont des droits, qui peuvent travailler, apporter, comment je peux dire, je cherche le mot, en plus à un pays que le nôtre, parce que nous accueillons quand même, il faut dire, des étrangers, et nous voyageons aussi beaucoup. Donc par rapport à ce problème qui s'est posé, qu'est-ce que actuellement les acteurs de droits de l'homme se sont prononcés par rapport à ça? Bon, je vous remercie, mais avant de répondre à votre question, je préfère un peu rebondir un peu par rapport à ce qu'a dit Dr Sow. Moi, la question de l'immigration, je n'aime pas beaucoup la politiser. Je préfère plutôt la mettre dans un cadre de droits de l'homme, parce que c'est pas seulement un déficit démocratique chez nous qui pose ce problème. Quelque part, la Mauritanie est victime. La Mauritanie est victime de sa position géographique pour avoir tous les jours 3000 étrangers qui passent par Rosso, par Païdi, par Seribabi, par Nema, par Nouadhibou, par Zouarad, qui arrivent en Mauritanie. Donc ce n'est pas une question... ce qui a été fait, quand on regarde l'historique de la question de l'immigration en Mauritanie, nous sommes en train, comme vient d'expliquer M. Bokoum, de faire des pas très importants dans la protection des droits des immigrés en Mauritanie. Et Bokoum parle que la Mauritanie est le pays le plus avancé dans la sous-région, dans ce domaine, et c'est un spécialiste de la question. Ça veut dire que nous venons d'une situation très grave. Nous avions une prison à Nouadhibou, dans laquelle on accueillait des immigrés qui venaient de l'Espagne. Pendant des années, nous nous sommes battus contre ça, avec des ONG internationales comme Amnesty International, comme le FONAD, comme toutes les ONG de droits de l'homme de Mauritanie, pour fermer ce centre. Et il a été fermé. Ça veut dire que nous avançons, nous faisons des pas de géants dans un domaine. Il ne faut pas le regarder, par exemple, si M. Gueye pose la question que vous voyez beaucoup de Sénégalais demander leur carte, ce n'est pas la même chose pour des Marocains. Mais il n'y a pas photo dans cela. Si vous avez 600 000 Sénégalais à Nouakchott et vous avez 5 000 Marocains, ça ne peut jamais être la même chose. Si vous leur dites venez prendre du pain, il y aura 4 000 Sénégalais qui vont prendre du pain, il y aura 100 Marocains. C'est la réalité. La Mauritanie est beaucoup plus proche du Sénégal que tous les autres pays. Tout à fait. Et ça, c'est la réalité. Moi, j'ai fait mes études au Sénégal. Qui n'a pas fait ses études ou qui n'a pas fait sa boutique au Sénégal? Mais là, il faut voir les choses dans leur mesure réelle. Parce que nous avons attaqué le gouvernement mauritanien pendant longtemps sur le dossier de l'immigration. Mais quand il a commencé à faire
des efforts. Si on ne les reconnaît pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le décideur politique, lui, il est souverain. Mais quand des ONG viennent le tracasser tous les jours pour des lois, pour des ratifications des conventions internationales, tout ça, et il le fait. Et quand il les met en application, on vient lui dire, oui, vous n'avez rien foutu aussi dans ce dossier. Ça n'amène nulle part. Il faut regarder les choses dans leur fond. La Mauritanie est victime de l'immigration. La Mauritanie fait des efforts énormes pour que, et ça ce n'est pas seulement le gouvernement, moi je ne suis pas membre du gouvernement, je ne défends pas le gouvernement, moi je défends l'État, pas le gouvernement. L'État mauritanien en tant que société civile, en tant que simple citoyen, et le gouvernement en plus, font des efforts énormes pour cette question qui est la question de l'immigration. Aujourd'hui nous avançons, mais il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des policiers qui vont prendre de l'argent. Mais quand un immigré, un policier lui demande de l'argent, ou quelqu'un d'autre, peut-être que ce n'est pas un policier qui lui demande de l'argent, nous on a l'habitude d'étiqueter tous les policiers alors qu'on a une très bonne police. Et ça on l'oublie souvent pour leur mettre toujours les étiquettes. Je veux dire que si un étranger, et là je m'adresse aux immigrés, aujourd'hui il y a un conseiller au ministère de l'Intérieur et il était là depuis 20 ans. Il est en contact avec tous les groupes organisés des immigrés. Ce que vous ne savez pas, c'est que tous les immigrés des États à Nouakchott sont organisés dans des fédérations, dans des organisations, et ils sont en relation avec le ministère de l'Intérieur. Et les ONG les encouragent à faire cela pour qu'ils soient soudés et que leur voix soit entendue au niveau des autorités. Je demande à tous les immigrés de ne pas accepter de donner de l'argent s'il n'y a pas un reçu du trésor public. Parce que si on vous dit vous devez avoir une carte de séjour, ça ne peut jamais être discriminatoire. Ça veut dire que la France fait une discrimination contre les Mauritaniens. Quand on nous demande de faire une carte, si vous résidez au Sénégal, on vous demande de faire une carte si vous êtes étudiant. Si vous restez plus d'un mois, si vous faites plus de 8 jours avec votre voiture, même si vous êtes Mauritanien et on vous aime beaucoup, il faut que vous refaites la même chose à la douane, sinon vous amenez une carte de séjour. Donc, ne croyez pas que c'est une question de discrimination. Loin de là. Nous, notre diversité en Mauritanie, c'est notre force. Et on ne doit pas voir, parce qu'ici il y a beaucoup de blancs, ici il y a un peu de noirs, ici il y a beaucoup de noirs, ici il y a un peu de noirs. Ça importe peu. Moi, si je suis dans une ville où il n'y a que des noirs, je suis très content. Si je suis dans une ville où il n'y a que des blancs, je suis content. Ils ne sont pas très blancs aussi, nos blancs, parce qu'ils sont tellement mélangés avec les autres qu'on a presque les mêmes origines. Nous devons comprendre que dans cette gestion de l'immigration, il ne faut pas mettre la politique, et il ne faut pas mettre la discrimination, mais il faut mettre la loi. L'application de la loi. C'est ça qui protège les immigrés. Mais sans la volonté politique, est-ce qu'on peut appliquer la loi? Il faut avoir cette loi. Cette loi, on est en train de l'avoir. Et elle n'existait pas, comme disait le docteur. C'est vrai que dans les autres pays, cette loi n'existe pas. Parce qu'en Afrique, l'immigré chez nous n'a pas de loi, n'a pas de droit. Nous, en Mauritanie, dans quelques semaines ou dans quelques mois, après les élections, peut-être avant ou après les élections, nous aurons une loi qui va protéger les immigrés, mais qui va aussi leur donner le droit d'avoir l'asile politique, ce qui n'existait pas. Mais nous sommes des États qui sont jeunes. 50 ans en Mauritanie, 60 ans au Sénégal, ça c'est des États jeunes. Même si on doit avancer sûrement, prudemment, mais on doit faire de telle sorte que ça soit basé sur la loi. Et c'est ça que nous oublions, nous sommes des nomades. On fait aujourd'hui quelque chose dans cette zone, mais on ne fait pas les choses de façon définitive parce qu'on pense à aller ailleurs. Aujourd'hui c'est fini, on ne peut plus aller ailleurs. On est là, on ne bougera plus d'ici. Ce que nous faisons doit être basé sur le respect des lois. Quelle que soit votre richesse, quelle que soit votre origine, vous allez subir la loi et cette loi va protéger vos droits. C'est ça l'État moderne. Monsieur Sow, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je voulais simplement dire que peut-être il y a eu un malentendu entre nous. Je n'ai pas politisé cette question. J'ai utilisé deux concepts clés. J'ai parlé de déficit démocratique et de bonne gouvernance. Et j'ai dit que ce n'est pas un problème spécifique à la Mauritanie, c'est un problème qu'on retrouve dans toute la sous-région. Plus un État est un État de droit, comme toi qui tires le problème sur la question du droit et de la loi, je suis d'accord avec toi.
plus un État est un État de droit, plus on respecte les droits de l'homme, de tous les citoyens et de tous les étrangers. Moi, je n'ai pas parlé d'un parti politique ou d'un président africain. Je fais de la recherche, je circule dans la sous-région et j'ai remarqué que cette question de la migration, de temps en temps, elle est instrumentalisée, n'est-ce pas, par les dirigeants. C'est pourquoi je n'ai pas attaqué un pays, j'ai dit simplement mauvaise gouvernance et déficit démocratique. Il est certain que j'ai remercié, j'ai félicité les ONG parce que j'ai aussi animé des séries de formations pour beaucoup de son organisation pour attirer leur attention sur le fait que la question et la gestion de l'immigration, chacun ne peut apporter sa contribution que par rapport à sa formation. Moi, je peux animer une formation pour montrer comment ils viennent, quel est leur parcours, quels sont les réseaux suivis, où est-ce qu'ils vont aller, qui épargnent l'argent. Ça, c'est le travail du chercheur. Mais quand ils passent en Mauritanie, comment ils sont traités, quand ils sont en transit ou quand ils doivent rester en Mauritanie, ça devient le travail, si vous voulez, de la société civile. Et je terminerai simplement en disant, quelles que soient les lois qui ont été votées, vous savez, en Afrique, on a quand même ce problème. Je le dénonce souvent en disant que les États africains ratifient tout ce qui bouge. Toute convention qui est, on ratifie, on met simplement dans le tiroir. Je suis d'accord que vous, les ONG, vous avez besoin d'une loi pour asseoir votre combat, pour vraiment mener des campagnes et vraiment fatiguer les pouvoirs publics. Vous êtes dans votre rôle. Mais beaucoup, je vous dis, il faut qu'on enlève de notre esprit de penser que dès qu'une loi est votée, le problème il est réglé à 100%. La loi est un cadre, est un instrument de lutte pour les organisations de la société civile. Et j'ai dit d'ailleurs à Gaï, qui est mon étudiant, que le problème, moi, je ne le pose pas en termes de noir ou de blanc, parce que je vous ai dit moi-même, et je suis allé vérifier, parce que mon bureau se trouve au niveau non loin du commissariat du 4e, j'ai vu qu'il y avait des Arabes et tout ça qui venaient s'inscrire. Le problème, moi, là où je situe le véritable enjeu, c'est de dire que la diversité culturelle, la migration, c'est une chance quand on sait simplement gérer ce problème sans rancune, sans gêne. Parce que moi, personnellement, quand je réfléchis sur ces questions, je ne pose pas sur le migrant un regard hostile. Ce que je cherche à savoir, c'est qu'est-ce qu'il cherche ici, qu'est-ce qu'il fait ici. Tout récemment, je revenais de Kaïdi et j'ai passé à Boutilimi. J'ai vu des jeunes habillés d'une manière, j'ai compris que c'est des anglophones. C'est les Nigériens qui s'habillent ainsi. J'ai parlé avec eux, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici en Mauritanie, vous venez de loin? Ils m'ont dit, nous sommes venus compléter, parfaire notre formation religieuse. Donc, la ville de Boutilimi est une terre hospitalière depuis des années, des siècles et des siècles de formation. C'est, pour attirer l'attention d'Hamoud pour le dire, c'est avec les stratégies de conquête du pouvoir politique qu'on a commencé à instrumentaliser cette situation. Tu vas aller à Tambacounda, tu vas aller à Kédougou. Là où il y a le garage, il y a plus grande station d'essence, c'est pour des Mauritaniens. Je viens échanger mon argent, je vois 4 générations. Le premier vieux qui est venu sur son client, sa femme, ses enfants et ses petits-fils dans un coin reculé du Sénégal, là-bas, en Casamance, au garage. Ça, j'ai des preuves, vous pouvez vérifier. Il est certain que ces gens aujourd'hui, ils ont apporté un plus dans ces régions. Si vous allez à Tambacounda, il fait une chaleur terrible. C'est pas, même pour de l'argent, certains Sénégalais ne sont pas prêts à y aller, si vous voulez, dans cette condition. Moi, j'attire l'attention de la société civile sur ces deux concepts, parce que le combat qu'il faut mener, c'est le combat de la démocratie et le combat simplement de la gouvernance démocratique. Parce que ce sont ces deux pivots, ce sont les deux niveaux, bien sûr. C'est le fond même de la question des droits de l'homme. Regardez l'individu. Quand vous parlez seulement, excusez-moi, quand vous parlez seulement de la bonne gouvernance, vous parlez, ça c'est un peu la façon de gouverner la cité. Ça devient un peu politique. Non. C'est là où je vous ramène un peu sur le champ des droits de l'homme. Quand je dis la bonne gouvernance repose sur un ensemble de normes. Principe de l'égalité des citoyens, respect des droits inaliénables de l'individu, accès à la justice, recours effectif de la justice. Voilà ce que nous logeons simplement dans la bonne gouvernance. Il est certain que l'approche des droits humains est une approche que moi je respecte, parce que moi-même je me bats aussi pour la promotion des droits humains. Surtout dans le cadre de l'immigration. Donc dans le cadre de l'immigration,
Il faut qu'on arrive, surtout les ONG qui se battent sur la question, de se battre pour avoir la loi. Mais il faut aussi qu'il y ait la loi, essayer d'aller au-delà de la loi pour l'application de la loi. Bon, monsieur Chao, par rapport à ça, par rapport à ça, est-ce que le fait que la Mauritanie ne fait pas partie des États de CEDEAO, est-ce que aussi c'est pas un frein pour l'immigration? Parce que nous savons ces gens d'État, il y a quand même cette facilité, même s'il y a des problèmes, comme on le dit, le droit, libre circulation des biens et des personnes. Comme on a vu au Sénégal, au Mali. Je me rappelle quand j'étais votre étudiant, comme vous le dites, par rapport à une phrase que vous aviez prononcée il y a de cela 10 ans, ou il y a de cela 7 ans. Vous avez dit, vous savez, l'intolérance germe au niveau des esprits. C'est à partir des esprits qu'il faut agir. Je dis, c'est en ce moment que je vais mettre en jeu M. Bokoum par rapport à l'information. Je pense que comme Hamoud l'a si bien expliqué, par exemple, il y a par exemple celui qui voit seulement partir au commissariat de 4e, tu vois seulement que les Noirs qui sont là, alignés. C'est cet état de fait que tu dois véhiculer. Mais aujourd'hui, Hamoud, qui n'est pas journaliste, qui nous met en lumière que, comme vous l'avez témoigné en disant, il y a des Arabes, il y a des Algériens qui sont venus demander leur carte de séjour. Comme vous l'avez dit, ces conventions que les gens ratifient, ces conventions que l'État ratifie, si ces conventions, il n'y a pas de mesures d'accompagnement par rapport à une loi qui est votée, et si cette loi est votée, il n'y a pas cette application, je pense qu'on revient toujours sur le point de départ. Et aujourd'hui, c'est malgré tous ces séminaires, malgré tous ces organismes sur l'organisation. Pourquoi aujourd'hui ils peinent à avoir une solution? C'est parce qu'ils le font de problème soulever, les gens ne trouvent pas de solution. Hamoud a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit si on respectait les droits de l'homme, peut-être qu'on allait trouver un début de solution. Parce que les droits de l'homme, c'est transversal. Hein? C'est d'abord. Le fait que la Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO, c'est un acte souverain. En tant que citoyen ordinaire, il ne m'appartient pas de dire que l'État n'a pas le droit de tel et tel. Moi, je n'interviens pas dans ces prises de position politiques. J'essaie de comprendre quel est l'impact du retrait de la Mauritanie sur le citoyen que je suis. J'arrive à Cotonou, je devrais aller au Togo. La frontière, c'est à peu près 50 km. On me dit, toi, ton passeport, tu ne fais pas partie de la CEDEAO, il faut que tu payes 25 000 francs CFA. J'ai dit, moi, je ne vais pas payer 25 000 francs CFA parce que je vais faire une journée au Togo. Ils m'ont dit, si c'est ça, tu laisses ton passeport à l'entrée, tu vas avec ta carte d'identité et au retour, on te redonne ton truc. Il est certain que ça peut sembler un peu un acte discriminatoire découlant du fait que mon pays se soit retiré de la CEDEAO. Ça, c'est un problème politique, je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Mais comme a dit Hamoud, si la question des droits humains était respectée, le droit de bouger, le droit de la libre circulation. La libre circulation, c'est l'un des droits les plus élémentaires, si vous voulez, au niveau des individus. Le grand problème de la Mauritanie, c'est que l'information ne circule pas. J'ai déposé un dossier au niveau de l'Office international de la migration. Je leur ai dit, moi, mon équipe, mon centre, a déjà préparé des modules pour lutter contre la migration clandestine. Donnez une journée, un atelier, on ne vous demande rien que de payer les per diem des journalistes, louer une salle, le module il est là. J'ai des témoins. Demandez l'association des jeunes journalistes mauritaniens. On en a discuté dans mon groupe. Moi, Hamoud vient de me donner des informations sur la loi. Beaucoup viennent de me parler du plan stratégique de Panos, dont je n'ai jamais entendu parler. Chacun de nous travaille de manière cloisonnée. Moi, tout ce qui n'est pas recherche, parcours des migrants, quel risque ils passent, comment ils partent, le reste, je n'arrive pas à trouver, si vous voulez, une solution. Et je crois qu'aujourd'hui, la question qui se pose, parce que il faut qu'on se dise la vérité. Le drame de la Mauritanie, c'est que n'importe qui est spécialisé dans n'importe quoi. Moi, depuis ces 2 dernières années, quand beaucoup me demandent mes services, il fait que je fais de la réticence. Parce que j'ai participé à une formation où j'ai vu des gens me dire qu'ils se battent contre la migration clandestine. Ils apportent, mais des gens, vraiment, tu ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. C'est parce qu'il y avait simplement un fonds de l'Union européenne qui apportait un appui aux migrants. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on reconnaisse quels sont les acteurs qui se battent réellement, vraiment sans appétit lié au bien-être pour apporter, n'est-ce pas, un bien-être. Parce que plus
les migrants sont traités dans la Mauritanie, plus nos ressortissants seront mieux traités à l'étranger. Il faut connaître cela. Moi, j'ai un mot à dire, excusez-moi, par rapport à la question de MCB. Le retrait de la Mauritanie de la CEDEAO a été remplacé par des accords bilatéraux entre les États. Mais pourquoi ne pas revenir à la CEDEAO? Nous sommes des panafricains, on veut bien l'intégration africaine. Pourquoi ne pas revenir? Ça, c'est une question souveraine. Ceux qui nous entendent n'ont qu'à réfléchir à ce qui peut être fait dans ce domaine. Pourquoi ne pas revenir à la CEDEAO? Ça nous cache quoi? Rien du tout. Ça va arrêter, ça va amplifier l'immigration, non? Nous, on reçoit tous les jours 3000 immigrés. Qu'on soit à la CEDEAO ou qu'on soit dehors, ça ne changera pas grand-chose. Le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'en Mauritanie, nous sommes en train de faire, et ça, le docteur l'a dit, nous sommes en train de faire un travail très important pour l'immigration. Ce n'est pas seulement sur le plan officiel, mais sur le plan de la société civile. Les recherches que fait le docteur, ils ne sont financés par personne. Le travail que fait mon ONG, il n'est financé par personne. L'Union européenne ne me connaît même pas. Le docteur parle de financement de l'Union européenne. Moi, l'Union européenne, je suis témoin des gens que vous avez aidés dans les coulisses. Ça même que je le dis. C'est un travail qu'on fait pour notre pays, pour aider. D'accord. Donc ce sera peut-être les derniers mots pour tout le monde parce que l'émission touche peut-être à sa fin. Monsieur Bokoum, oui, moi je voulais tout le simplement... rôle surtout que la Mauritanie doit jouer par rapport à ce pôle, l'impact aussi, par rapport à ça. Non, moi je pense qu'à travers cette stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que la Mauritanie prend en considération certains aspects de la migration et je pense qu'ils trouveront leur solution dans cette... Moi je suis le représentant local du consortium ayant gagné le marché appui à la stratégie nationale pour la gestion des flux migratoires et je peux vous assurer que j'ai vu des thèmes et j'ai vu des aspects très importants que l'assistance technique est en train aujourd'hui d'étudier avec la société civile, avec la fédération des associations, avec l'État, avec la femme et tout cela. Et je pense que l'État a donné carte blanche pour que tout simplement, c'est un projet d'ailleurs de 8 millions, 3 milliards d'Ouguiya, 8 millions. Donc, et ces activités, vraiment, je pense, vont donner une solution importante à ces inquiétudes, surtout en matière d'intégration et surtout au respect des droits des migrants. Voilà, je pense que... Voilà, donc on va faire le tour, c'est juste les derniers mots, donc l'émission touche à sa fin. Donc, si vous avez... Moi, j'encourage et j'ai du respect pour les gens qui, comme Hamoud, comme Bokoum, vraiment, qui se battent pour aider les migrants. Ce n'est pas une question médiatisée. C'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir demain ministre, ce n'est pas dans ce combat qu'il va s'inscrire. On ne parlera pas de ça. Il faut que les gens soient sérieux dans ce pays. Moi, ça m'étonne quand je vois les questions sérieuses, on ne les débat pas en tout ça. Ce n'est pas médiatisé. En tout cas, quelqu'un qui cherche du succès, qui veut être célèbre, ce n'est pas en aidant les migrants ou en travaillant sur ces questions. C'est des questions que les gens ne débattent pas. 90% des journaux, quand vous prenez les journaux sur place, c'est la politique, c'est la nomination, c'est les ateliers. Ça va pas aller aux élections et tout ça. Alors que la société ne se ramène pas simplement à ces débats politiques. Donc il faut que les acteurs de la société civile aient quand même une certaine reconnaissance sociale. C'est le grand problème de la Mauritanie. Ces gens, ils ne demandent pas des milliards, ils demandent simplement que des projecteurs soient faits sur eux pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je renouvelle les dispositions du Centre interdisciplinaire sur les droits culturels dont je suis coordinateur. À chaque fois que la société civile a tapé à ma porte pour un module de formation, si je ne suis pas en voyage, je le fais et je le demanderai. Vous venez de faire un constat. Vous dites qu'il y a un vide, les journalistes ne connaissent pas la problématique des questions migratoires. En tout cas, il y a un module disponible. Fixons une journée, cherchons une salle, amenez-moi les journalistes dont vous avez confiance et qui pensent relayer et vulgariser l'information. Le centre le fera. La pays, en tout cas, je peux témoigner que toutes les activités qu'on a organisées, M. Sow, c'est toujours porté volontaire. Monsieur Hamoud. Moi, j'aimerais dire que c'est le combat des droits de l'homme qui pousse le gouvernement à faire des choses importantes pour le pays. En début de cette année, nous avons eu la loi contre la torture.
Ceci est une avancée très importante. Docteur, vous étiez avec nous dans un séminaire qu'on avait organisé avec APT Suisse et le système des Nations Unies contre la torture. Et depuis 2011, aujourd'hui, nous avons une loi. Celui qui fait la torture en Mauritanie aujourd'hui, il saura très bien qu'est-ce que c'est que la torture et il saura aussi quelles sont les sanctions très graves contre ce qui se fait. C'est la même chose pour l'immigration. Pour l'immigration, je remercie le gouvernement mauritanien pour ce qu'il a fait, pour cette loi. Je demande à ce qu'elle sorte très rapidement, surtout ce qui a été fait par le ministre de l'Intérieur mauritanien dans ces dernières années pour les immigrés. Je demande à ce que ça soit renforcé. Cette stratégie que vous parlez des chiffres, moi je ne connais pas ça, mais je sais que cette volonté politique a été poussée par la société civile. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants quand nous travaillons avec un ministère et qu'on voit que son chef pousse les choses jusqu'à avoir des chiffres comme vous parlez pour aider les immigrés en Mauritanie. Je suis très content de cela et je demande à ce que la loi sorte le plus rapidement possible. Et l'application de cette loi, c'est à nous. On la fera appliquer par la force de la justice. Oui, par rapport à ça, comme ils l'ont bien dit, mieux informer sur l'immigration, comme l'Institut Panos. On remercie très sincèrement parce qu'on a eu la chance de bénéficier de cette formation de Dakar. L'Institut Panos, l'Union européenne et l'Institut Panos Africa. On les remercie très sincèrement de cette formation sur l'immigration. Voilà. Donc voilà, merci chers invités d'avoir participé à cette émission. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur la Salle TV.